Eh bien, bienvenue à tous, vous écoutez De tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Aujourd'hui, nous avons avec nous trois personnes extraordinaires, Alexandre, Michael et Raphaël. Non, il ne s'agit pas du roi de Macédoine ni de deux archanges, mais bien de nos fabuleux chroniqueurs. Et oui, d'ailleurs c'est présenté par moi-même, Marc, votre humble et dévoué serviteur. Alors petite précision, cette émission a été enregistrée pendant le confinement de 2020 lors de l'épidémie du coronavirus. Ce qui fait que nous ne sommes pas côte à côte, mais bien sur des ordinateurs différents. De fait, la connexion risque parfois de bugger de temps à autre, et on risque parfois même de ne pas se comprendre nous-mêmes, mais rassurez-vous, j'essaierai de travailler ça au montage. Mais du coup, comment allez-vous, messieurs? Nous sommes en effectif réduit, mais comment allez-vous? Mika, par exemple, tu vas comment? Ah bah moi ça va très bien. Il fait beau, c'est dommage puisqu'on peut pas sortir, mais on a pu aller faire nos courses aujourd'hui, donc on a pris l'air. Je vais très bien, j'ai eu ma meilleure vie en fait, hein, en tant que gros geek asocial, ce qui sera un peu l'objet de ma chronique. Et ben Ah oui, parce que tu nous as prévu une chronique du coup, c'est ça en fait. tout à fait, mais pour l'instant, Une chronique. Donc on commencera par une chronique de Mika. Ensuite, moi je vous ai prévu un petit jeu très sympa et un petit peu chiant aussi. Alex, comment vas-tu du coup toi? Mais moi ça va plutôt bien, hein, écoute, en pleine forme. En pleine forme, super. Tu nous as prévu une petite chronique aussi, c'est ça? C'est ça, moi je vous parlerai d'un monstre sacré de la musique et du métal de façon plus, on va dire plus stricte, un certain Ozzy Osbourne. Ok, super. Et notre dernier intervenant, du coup, Raph, tu as un truc spécial qui arrivera en fin d'émission. Est-ce que tu veux nous en dire quelque chose ou est-ce que tu veux garder vraiment la surprise jusqu'à la fin? Bah, alors, je vais dire qu'il est probable que j'ai réalisé quelque chose, comme j'ai peut-être rien préparé, donc ce sera à vous de me le dire à la fin. En fait, on va surtout avoir besoin d'un petit papier, un petit crayon, et on va dessiner des petits arbres. ok. Hmm. Ok, d'accord. Eh ben écoute, Cachez votre joie. non, Non, mais ça c'est va juste être qu'on se rigolo. pose, on se pose tous la question de savoir exactement ce qu'on va faire. Mais écoute, gardons la surprise et dessinons des arbres tout à l'heure. Donc du coup, Mika, on va commencer par toi. Alors, de quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui exactement? Oui, alors moi, voilà, on avait déjà fait ce premier épisode pilote qui nous a amené à nous poser plein de questions, à savoir si on allait faire des chroniques, des petits débats. C'était super sympa, et puis je me suis dit, bah voilà, il y a plein de gens qui parlent des choses qu'ils aiment, et de choses qu'ils font, et je me suis dit, bah tiens, moi aussi j'aimerais bien me parler de quelque chose que je fais, et de choses que j'ai fait, et en plus de ça, ça tombe bien parce que je m'y suis remis. Alors en pleine période de confinement dans laquelle nous sommes, comme je l'ai précédemment dit, ce sont les plus heureux finalement, ce sont les bons gros geeks asociaux que nous sommes, en tout cas personnellement, qui en fait sont confinés chez eux à rester devant leur PC. Cette image, elle est lointaine et archaïque, ancrée dans la tête de la population qui regarde TF1 à 13h. Loin de moi l'idée de faire des jugements, mais la réalité, elle est un peu tout autre. C'est pour ça que je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je voulais vous parler d'un jeu qui m'a permis de faire beaucoup de choses, et notamment d'évoluer personnellement, socialement et même professionnellement. Je voudrais vous parler d'un jeu qui m'a bercé et que potentiellement vous connaissez. Normalement tout le monde connaît ce jeu, on en a beaucoup entendu parler en bien en mal. Je pense que vous La savez, voilà, marelle. je pense que vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler de World of Warcraft, Ah. le monde de la guerre Yes. fabriquée en bon français. Heureusement que les Québécois ne l'ont pas traduit. Alors, on va faire, Putain, oui, heureusement. ouais, heureusement. Ouais. Alors, on va faire un petit tour. Je vais d'abord présenter d'abord ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc, World of Warcraft, c'est un jeu de type MMORPG, donc qui signifie a Multi-Million Massive Role-Playing Game online. Le me porg, Voilà, les quoi, c'est ça? MEPORG, effectivement, donc les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, qui a été créé par la société Blizzard Entertainment en novembre 2004. Donc c'est quand même un jeu qui a déjà bientôt, qui a 16 ans. Il a fêté ses 15 ans l'année dernière. Et c'est un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. J'y ai passé énormément de temps, énormément d'heures. Je me suis beaucoup enfermé chez moi. Et pourtant, si je veux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que justement, malgré tout ce que je dis, ça peut paraître affreux. Et pas du tout, parce que c'est quelque chose qui m'a fait énormément grandir et évoluer. Donc c'est pour ça que je voulais rendre à César ce qui appartient à César, parce que ce jeu m'a énormément apporté, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc pour ça, je vais revenir un petit peu à quand j'ai commencé ce jeu. C'était une période un peu troublée de ma vie, entre guillemets. J'ai commencé ce jeu au milieu du lycée. C'était une période où j'allais pas forcément très très bien dans ma vie. Voilà, des petites
des petites choses d'adolescents, ils arrivent toujours quelques petites bricoles en plus de ça, ce qui fait que vous vous sentez encore moins bien. Bref, et avec quelques amis, on a trouvé ce qu'on appelle un serveur privé, c'est-à-dire des serveurs qui ne sont pas ceux de l'officiel, donc vous n'avez pas besoin de payer un abonnement, parce que le modèle économique de World of Warcraft, c'est que vous payez le jeu et ensuite vous payez un abonnement tous les mois pour y jouer, sauf que quand vous êtes au lycée, vous n'avez pas d'argent bien entendu. Du coup, il fallait trouver une solution, donc on s'est mis sur un serveur privé, un tout petit serveur privé, sur lequel il y avait très peu de personnes, on était une cinquantaine à tout péter, alors que le jeu, lui, se targue d'avoir plus de 12 millions de joueurs, nous on était 50 sur notre petit serveur, et j'ai appris à découvrir ce jeu avec mes copains. Voilà, on était partis, nous étions 3, et nous revînmes 500, comme dirait le poème, comme dirait la dramaturgie, mais on en est quand même pas loin. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est là-bas finalement que j'ai grandi socialement, dans le sens où c'est là-bas que j'ai fait le plus de rencontres qui sont encore aujourd'hui des rencontres que je garde dans mes potes, dans mes amis, dans mes connaissances ou même des fois des gens que j'ai perdus de vue. Alors en fait tout a commencé sur ce petit serveur qui s'appelait Shiva Online. J'ai commencé par rencontrer Babymore par exemple, qui était une fille. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu extraordinaire de voir une fille jouer à des jeux vidéo, mais oui, c'était une des premières personnes que j'ai rencontrées, ainsi que Tanster, un magnifique guerrier elfe de la nuit. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce jeu vous offre l'opportunité d'incarner plusieurs personnages et races différentes, et ainsi que classes, donc vous pouvez être tantôt un chasseur, tantôt un puissant contrôleur de démons. Mais moi, la classe qui me plaisait le plus, bien entendu, c'était le chaman, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Le fameux chaman. Contrôler les éléments, les faire plier à votre volonté, c'était quelque chose que je trouvais super stylé. Donc du coup, voilà, je jouais un chaman Draenei, donc une sorte de classe à mi-chemin entre l'homme et la chèvre, bleu avec une queue un peu bizarre. C'est vrai que c'était un peu chelou, mais j'aimais bien ça, et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et donc j'ai fait mes premières armes sur ce jeu. On a commencé bien sûr en tant que bon gros débutant à tuer des sangliers et à cueillir des plantes, mais très vite en fait ce jeu est devenu plus qu'addictif, mais plutôt dans le bon sens du terme. Dans le sens où ce qui me plaisait dans ce jeu, c'était pas tellement le fait d'y jouer, c'était le fait d'aller retrouver les amis que je m'étais fait dessus. Et c'est pour ça que je voulais rendre à César ce qui appartient à César, parce que on décrit souvent les jeux vidéo, justement, surtout les MMORPG, comme très addictifs, comme des jeux qui vous isolent socialement, qui vous empêchent de voir la vraie vie. Or pour moi la vraie vie, c'était ce jeu-là, parce que vu que justement socialement j'étais pas très très développé à cette époque-là, et que en dehors de chez moi j'avais assez peu d'amis et je voulais pas forcément m'en faire, je me réfugiais dans ce jeu, et qui m'a énormément permis justement de me développer socialement, puisque j'ai fait beaucoup de rencontres. Aujourd'hui au début on était 2-3 à commencer le jeu en même temps, puis ensuite on a été 4-5, on a fait des nouvelles rencontres sur ce petit serveur, puis de fil et en aiguille on a décidé de constituer un petit groupe, voilà, qu'on appelle une guilde dans ce jeu. Donc vous avez un maître de guilde, vous avez des officiers qui gèrent cette guilde, donc ça fait une sorte de micro-société à l'intérieur du jeu vidéo en lui-même. Et ensuite on a décidé même de changer de serveur pour aller sur un plus gros serveur, et donc ce qui nous a amené à faire plus de rencontres, et donc à découvrir de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est plus d'une dizaine à s'être remis actuellement pareil sur un autre serveur privé, hein, et on garde de contact de presque plus de 20-25 personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, et que j'ai rencontrées physiquement. Parce que oui, on est tenté de se dire que voilà, c'est des gens qui n'existent pas, hein, que ce sont des gens qui sont derrière un ordinateur et qu'on n'est jamais amené à rencontrer. Sauf que justement, ces rencontres-là qu'on a faites à l'intérieur de son écran, on a été tenté d'abord de leur parler, puisque ce sont quand même des vraies personnes qui sont derrière le clavier, donc évidemment on communique avec elles. Une fois qu'on a appris à communiquer, parce qu'on parle pas que du jeu à l'intérieur du jeu, on parle aussi d'autres choses, voilà, forcément de l'actualité. Donc en ce moment, effectivement, ça parle un peu coronavirus, je vais pas vous le mentir, mais on parle plein d'autres choses, on parle aussi d'actualité politique, on parle d'actualité sociale, on parle de jeux vidéo bien sûr, mais aussi de manga, de lecture, de littérature, de plein de choses. Et donc ça vous apprend quelles personnes avec lesquelles vous entendez le mieux, vous voulez passer votre temps. Et petit à petit, ces personnes, vous voulez les connaître un peu plus. Donc au début c'est par écrit, puis ensuite avec les développements de la technologie, on a pu avoir des serveurs vocaux. Donc on a commencé par TeamSpeak, voilà. Ça existe quasiment plus, parce que plus personne n'utilise ça. Puis ensuite on a eu Skype qui nous a permis également de nous découvrir,
puisque Skype, voilà, pareil, hein, Skype c'est un petit peu mort maintenant, mais ça nous a aussi permis de nous découvrir physiquement, parce que justement, voilà, c'est le principe de World of Warcraft, c'est que vous incarnez un avatar, donc c'est pas vraiment vous, mais à partir du moment où vous le souhaitez, vous pouvez également vous dévoiler aux autres, justement par ce biais, donc grâce à Internet, j'ai pu découvrir des personnes physiquement, réellement, donc d'abord par webcam, donc on a appris à se connaître comme ça en parlant et en se voyant, et ensuite on a décidé de sauter le pas. Donc j'avais environ 17 ans, si mes souvenirs sont bons, la première fois que j'ai vu mes potes, donc ce qu'on appelle des guildmates, donc ce sont mes camarades de guild, j'avais 17 ans, je crois que j'étais pas encore majeur, et c'était à Lille. Donc c'était une grosse aventure pour moi, puisque c'était la première fois déjà que je prenais le train pour aller si loin. J'étais mineur, mais mes parents m'ont quand même laissé l'opportunité justement d'aller découvrir ces gens, parce qu'ils savaient que ça faisait longtemps que je jouais avec eux, ça faisait déjà plus de 2 ans, 3 ans que je jouais assez régulièrement avec ces personnes-là. Donc là je suis parti rejoindre un de mes potes justement sur Lyon, et ensuite on est parti en voiture on the road again pour aller en rejoindre 2 autres à Lille. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de réels, de ce qui sont encore aujourd'hui des amis, puisque on se voit assez régulièrement dans ce qu'on appelle des IRL, hein, donc in real life, donc c'est-à-dire qu'on ne se voit ailleurs que dans le jeu vidéo, mais plutôt en vrai, dans la réalité, donc ça nous est arrivé d'en faire à plusieurs. Bon, en ce moment on en fait un peu moins, puisqu'évidemment la vie fait que, parce que justement comme je l'ai dit, ça m'a construit socialement, mais ça m'a aussi surtout permis de m'affirmer à l'extérieur de ce jeu vidéo, et donc du coup de me faire également des relations sociales à l'extérieur. Ça a permis de me démarquer également et de prendre confiance en moi dans mon métier, dans mon travail, et puis dans ma vie de tous les jours. Et ce qui m'a permis de faire de nouvelles rencontres, comme par exemple les personnes avec lesquelles je suis autour, non pas de cette table, mais de ce micro, par exemple, avec lesquelles je partage ce podcast. Voilà, qui sont des personnes que j'ai rencontrées, notamment grâce à mon expérience sur les jeux vidéo, qui m'a permis justement de m'enrichir socialement. Et qui m'a permis de me construire. Du coup, c'était vraiment pour dédiaboliser un petit peu ce jeu que voilà, pour beaucoup on critique énormément sans trop connaître, parce que voilà, c'est vrai que ça peut paraître effrayant, 12 millions de joueurs, imaginez 12 millions de personnes qui s'enferment volontairement chez elles devant un écran alors qu'il fait beau dehors. Mais voilà, à l'époque où justement on ne peut plus sortir dehors parce qu'il fait beau, mais parce que on peut mourir si jamais on sort, et ben justement je trouvais que c'était intéressant de montrer que par le jeu vidéo, que ça fait écho à ce que l'on disait la première fois, justement, de la réalité virtuelle. Hein, parce que, à la base, le MMO, quand les premiers sont sortis, ce type de jeu va en sorte le fait que comme tu le disais juste avant, tu t'identifies à ton avatar. Donc c'est une sorte en soi un autre monde possible où tu peux rencontrer d'autres personnes que tu n'aurais peut-être même pas eu la prétention de côtoyer, qui sait si tu les avais vus dans la rue. Oui, exactement. Puis surtout, ça permet aussi une autre possibilité, et c'était surtout ça qui était très avantageux, c'est que quand vous êtes, voilà, surtout en période d'adolescence ou quoi que ce soit, on sait tous que c'est pas évident de s'assumer physiquement ou même psychiquement, on est toujours un petit peu instable. Du coup, ça permettait justement d'avoir une barrière, un filtre qui nous permettait justement de donner un petit peu vie à notre personnage, de donner un peu de nous-mêmes, mais de pouvoir quand même jouer un rôle, ce qui nous permettait justement de mettre des barrières volontaires, et on pouvait les enlever au fur et à mesure. Ça nous permettait d'évoluer à notre rythme. Et ça, c'est justement quelque chose que je voulais remercier. Je voulais remercier World of Warcraft de m'avoir permis de ça, et donc je voulais dédiaboliser ce jeu tout simplement, et je voulais en parler un petit peu parce que c'est un jeu sur lequel voilà, je me suis remis, hein, comme je vous l'ai dit, avec mes copains. On est une quinzaine à y jouer, et de plus en plus il y a d'autres qui nous rejoignent, des potes, des potes de potes, des amis, des anciennes connaissances. Bien sûr, tout n'a pas été rose, hein, bien entendu. Il y a des gens qui s'entendaient plus. C'est évidemment avec les choses de la vraie vie, vous mettez un petit peu de distance. Comme dans la vraie vie, de voilà, toute façon. Exactement, en fait. Voilà, on met forcément toujours un peu de distance entre la vraie vie et le jeu vidéo, mais ça nous a permis de créer un lien qui aujourd'hui est toujours intact après plus de quasiment 10 ans de jeu pour moi. Ça fait 12 ans que je joue maintenant, et voilà, je voulais rendre hommage à ce magnifique jeu vidéo qui m'a permis d'évoluer, et qui peut-être permettra, voilà, si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas, parce qu'on y fait quand même de très belles rencontres. Et on découvre aussi de belles choses, parce que c'est également un très joli jeu qui vous permet tantôt d'être un guerrier conquérant, soif de puissance, tantôt être dans la contemplation pour aller découvrir de jolis paysages. Donc n'hésitez pas, et surtout ne soyez pas réfractés par le fait qu'on pourrait vous dire que vous êtes un gros geek asocial, parce que c'est faux. Parce que justement ce sont des jeux sociaux qui vous permettent d'évoluer socialement,
N'ayez plus peur de cette étiquette qu'on peut vous coller là-dessus, n'en ayez pas honte en tout cas, parce que ça sert à rien, et puis ce sont des on-dit, on s'en fout de toute façon. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce petit jeu indépendant, hein, si on peut dire, à 12 millions de joueurs, hein, voilà, Ouais. un petit Rien du tout. Voilà. Bah, c'était super. Cool. Eh ben, merci. Merci Mika. Merci à vous. Et ben moi du coup, ce que j'ai à vous proposer, c'est un petit jeu. Est-ce que vous avez fait du théâtre? Oui. Ouais. Raph, t'en as fait Oui. ou pas toi? C'est incroyable, vous avez tous fait du théâtre, Ouais. c'est fantastique. Vous avez fait de l'impro au théâtre? Vaguement. Un petit peu. Ouais. Peu. Ouais. Et ben je vous propose un truc d'impro, un petit jeu d'impro. Le dernier mot, premier mot, ça va jouer à deux. Donc du coup, t'as deux personnes qui vont faire un dialogue. Et en gros, si la première personne dit bon bah du coup j'aimerais bien trouver du Coca-Cola au PMU, la personne suivante doit dire PMU et ensuite créer une phrase là-dessus. Et en fait, en gros, la personne d'après va prendre le dernier mot pardon de la phrase d'avant. Je sais pas si j'étais clair, peut-être que je le suis pas du tout. Est-ce que j'ai été Moi, clair je vois le truc, ouais. Moi, Ouais, les j'ai autres l'idée. Vous l'avez aussi? Oui. Oui, ok, super. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer du coup? Bah, Voilà. vas-y, lance-toi. Silence. Ça va être en vrai, je me rends compte là maintenant tout de suite que ça va être quelque chose de super dur, mais ça peut aussi être très très rigolo parce qu'on va clairement se planter et c'est presque un peu ça que je recherche là-dedans, c'est la rigolade par le plantage et en même temps aussi si on réussit, le fait d'être très heureux d'avoir réussi quelque chose de difficile à faire. Bah écoutez, moi je me porte volontaire pour le premier essai, il va me falloir un compagnon par contre du coup pour être avec moi. Allez, je veux bien. Ok, super Raph. Si tu commences, je dois recommencer avec ton dernier mot, c'est ça? Avec mon dernier mot, ouais, c'est ça. Et le but, c'est d'essayer de quand même de choisir des mots faciles pour pas que l'autre se plante et essayer de faire une petite impro de quelques secondes comme ça. Ok. Les autres, vous avez qu'à, tenez, pour vous faire participer, vous avez qu'à nous donner une situation déjà. On va donner une situation, genre, je sais pas, on est chez le boulanger ou au supermarché ou chez le médecin, tout ce que vous voulez quoi. Alex, t'as une idée toi? Là, non. Vous allez faire une mise en situation à la veine Marzal. À la veine Marzal. Ne remerciez pas. Ok, et ben du coup c'est à la veine Marzal. Alors petite précision pour les auditeurs qui nous écoutent, la veine Marzal c'est un site qui se trouve en Ardèche, un site spécialisé dans les dinosaures et tout ce qui a lieu vis-à-vis de la préhistoire. Voilà, quelqu'un a autre chose à ajouter sur la veine Marzal ou pas? Sans commentaire. Parce que j'essaie de pas être méchant, mais voilà, sans commentaire, ok, pas de commentaire. Non mais c'est bien d'avoir dit que c'était un site spécialisé, parce que déjà je pense que c'est un beau compliment pour eux. Ah bah c'est un beau mot spécialiste effectivement. Non mais tu vois les gens iront vérifier s'ils ont envie de vérifier ce qu'est réellement la veine Marzal. Au pire ils pourront peut-être s'en douter si jamais on arrive à gérer notre impro déjà. Je suis un client et je veux venir voir des dinosaures et toi t'es la personne au guichet ou le guide, je sais pas ce que tu veux. Ça te va? Bah, vu que j'ai jamais été sur le site techniquement, donc je sais pas Ah tu veux qu'on fasse l'inverse peut-être? etc. Donc je vais faire je vais faire le guichetier. Allez, Tu vas faire le guichetier? Allez ça tout à marche. fait. Bonjour. Bonjour. Voilà, je viens vous voir parce qu'en fait j'aurais voulu savoir si vous aviez ici des dinosaures. Des dinosaures. Alors oui, c'est pas ce qui manque ici finalement, parce que vous allez voir, si vous vous baladez un petit peu sur le site, vous allez voir des représentations de dinosaures qui ont évolué un petit peu depuis plusieurs générations, depuis plusieurs périodes, comme le Jurassique, hein, très célèbre notamment à propos des films. Des films, vous voulez dire la célèbre saga de films Jurassic World, c'est ça? Moi j'ai vu que les deux derniers, donc est-ce que vous pensez qu'ils sont bien? Ah bah là concrètement, si vous baladez sur le site, si vous avez vu les films et si vous vous baladez ensuite, bah, vous verrez que les effets spéciaux sont strictement les mêmes. Hein. Strictement quelque chose, visiblement, mais il n'y a plus de Strictement les mêmes. Hein. micro. Strictement les mêmes. Strictement les mêmes. D'accord, bah écoutez, bah merci beaucoup. Je vous dois combien? Alors combien vous me devez? Alors ce sera 6 € et puis pour vous 7 parce que j'aime pas beaucoup votre Ça va couper, c'est incroyable. Ça n'a aucun Vous allez sens. peut-être mieux vu ce que j'ai dit. Qu'est-ce que t'avais dit du coup? J'avais envie J'ai de dit, savoir. alors vous me devez 6 € mais plutôt 7 parce que j'aime pas beaucoup votre tronche. Tronche de cake, et bah puisque c'est comme ça, je n'irai pas voir votre musée. Au revoir monsieur, et je ne vous salue pas. Bah, je ne vous salue pas non plus monsieur. Et ben voilà, c'était terminé. C'était incroyable comme impro. Est-ce qu'on a respecté les règles les autres ou pas? Il y a une réplique de Raph, je crois, qui est partie. Il est pas parti Bonne. Ouais. de la fin. Ah, Ouais, il y merde. a un endroit où il devait oui commencer par bon, Ouais, je crois qu'il y a une il me histoire comme c'était ça. ça, hein, ouais, et ouais. il est pas parti sur la même chose.
Non, mais moi, Ah merde. pour moi, c'est Ah. pas validé. Non. Pour moi, c'est... Ah merde, C'est pas merde, validé. merde, putain. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Ah, mais c'est parce qu'avec Alex, on va faire mieux, je pense, c'est pour ça. Là vous allez faire mieux avec En même Alex. temps, je veux pas me dédouaner, mais le sujet est Le sujet était un- décadent. Je pense que vu le sujet que c'était, on s'en est pas trop mal sorti en vrai. De toute façon, on verra en montage si effectivement Raph s'est planté ou pas. Vous nous direz dans les commentaires si Raphaël s'est effectivement trompé ou non. Bon bah du coup, Alex, Mika, vous vous lancez. Ouais. Ah ouais, hein, allez. Une petite mise en situation. Vous êtes en blablacar. Mika, c'est toi qui conduis et Alex, t'es le passager. Ok. Ok. Allez-y, c'est parti. Alors, du coup, où est-ce que je te dois te déposer? Bah, juste au bout de l'avenue, là, c'est qui est juste après la gare, là, fait 300 mètres, et puis tu peux me poser juste à côté de la maison rouge, là. La maison rouge avec le toit bleu, là? Celle où il y a la vieille folle qui habite? La vieille folle qui reste toujours avec ses chats, ouais, effectivement. Des fois, quand elle te croise, elle t'en balançant sur la tronche, des fois sans raison. Ouais, elle a raison, c'est clair que la meuf, elle l'a perdue depuis un petit moment, hein, à mon avis, c'est parce qu'elle s'est pas fait culbuter assez, la pauvre petite mémère. La pauvre petite mémère, effectivement, ouais, cette dernière fois que je l'avais croisée, c'était un peu compliqué. Je crois qu'effectivement, elle est toute seule. Marie me fait rire, c'est horrible. Je suis désolé, je coupe mon micro. La dernière fois que je l'ai croisée, effectivement, elle était toute seule. Je crois que la dernière fois que je l'ai vue, elle était toute seule aussi. Je crois qu'elle reste tout le temps comme ça. Ouais, Je sais le même pas si coronavirus est passé elle par là. a déjà vu quelqu'un dans sa maison un jour. Je sais même pas si son lit a vu quelqu'un un jour sous ses draps, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus, hein, parce que de toute façon, à chaque fois que je la croise, ça m'est arrivé, je crois, une fois de la croiser au marché. Je souhaite à personne de la croiser au marché. Parce que vraiment, c'était quelque chose de très bizarre, dérangeant et surtout très malaisant. Malaisant, effectivement, ouais, c'est un peu le. Marc, c'est horrible. Malaisant, ouais, c'est un peu le terme que j'aurais employé, effectivement. Hein, quand on la voit comme ça, c'est jamais agréable. Ah ouais, non, c'est clair qu'elle est agréable. En plus de ça, elle est tout sauf agréable à regarder, hein. Clairement, quand tu la vois, elle a un œil qui dit merde à l'autre. En plus, il y en a un qui, il lui manque, hein. Il manque clairement un œil. Elle a la moitié des cheveux qui sont coupés et arrachés. On dirait qu'elle se mange les ongles, mais jusqu'aux trois phalanges. Non, c'est vrai que c'est pas évident, je pense, pour elle dans sa vie. Mais à mon avis, si elle a eu de la famille, peut-être que c'est comme ses phalanges. Elle a dû les manger. C'est tellement violent. Bah, manger, en tout cas, il y a une fois où je me suis un peu trop approché. En tout cas, ouais, elle avait une haleine assez particulière et je sais pas ce qu'elle a pu avaler, mais effectivement, c'était assez désagréable. Ouais, désagréable. Je pense que ça résume quand même pas trop mal la personne, hein. Ah, je crois qu'on arrive, on en approche. Bah écoute, moi je vais te déposer, puis je vais vite me casser, hein, parce que j'ai pas trop envie de la croiser non plus. Donc je te salue bien bas, et puis je te dis à la prochaine, si elle t'a pas mangé d'ici là. C'est même pas mangé, effectivement. On va espérer d'ici là. Bah putain, on vous arrêtez pas les gars, hein, c'est oh la vache. Faut les conclure ça, c'était pas évident. Ouais, c'était bah bien joué. Putain, je sais pas combien de temps vous avez fait, une bonne minute, je pense. Je sais À mon pas, avis, j'ai pas regardé, t'as regardé d'une vieille Alex? femme. J'ai pas regardé, non. Dans l'ensemble, je sais pas ce que t'en as pensé, Raph, parce que tu t'es barré du Discord pendant un moment. Je sais pas si t'es revenu. Oui, t'es revenu. Vous avez bien respecté le truc. Il y a 2-3 fois où je crois que vous êtes planté aussi, une ou deux fois, je pense. Au début, ouais, surtout au début. Ouais. Après, ça a rodé nickel, mais sinon, ça a été. Ah, c'est toujours pareil, c'est le rodage qui est un peu compliqué, Ouais. mais ensuite Ah, tu mais vois, oui, ça roule mais tout oui, seul, faut, quoi, c'est facile au final. Ouais. C'est ça. Mais nous, en impro, on est un peu comme du diesel, tu vois. On met du temps à démarrer, mais quand on a démarré, C'est ça. bam, ça avance, quoi. Ouais, oui. Et bien du coup, c'est à toi Alex, comme tu l'as dit en tout début d'émission, tu as une petite chronique sur Ozzy Osbourne. Alors effectivement, donc moi, hier pour préparer un petit peu ma chronique, pour chercher un petit peu l'inspiration, je suis allé un peu fouiller dans ma collection de vinyles, hein, je suis allé un peu trifouiller tout ça, j'ai un peu tout regardé, et puis je suis tombé sur un de mes disques favoris, certainement mon préféré après n'importe quel autre album de Pink Floyd, hein, parce que je crois que vous avez bien compris la dernière fois quand on a discuté à quel point j'affectionne Pink Floyd.
Donc ce disque c'est Master of Reality de Black Sabbath et il est sorti en 1976. Et en voyant ce disque, du coup c'était un peu un déclic. Je me suis dit mais oui c'est bien sûr, je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé avant. Je vais parler non pas de Black Sabbath, mais d'une personne qui peut d'ailleurs se présenter elle-même. Je vous laisse écouter ça. Je suis Ozzy Osbourne, je suis le prince des ténèbres. Alors effectivement, Ozzy Osbourne, hein, qu'on entend ici, alors justement c'est très rigolo, tiens, qu'on entend dans une pub pour World of Warcraft. Comme quoi on rebondit bien sur le sujet de Mika tout à l'heure. Je précise que je n'étais pas au courant en préparant ma chronique que Mika est intervenu sur Warcraft, donc je trouve que ça rebondit. Je confirme qu'effectivement j'avais tenu personne au courant, donc effectivement ceci est juste tout simplement de la télépathie. Voilà, je trouve ça très beau. En tout cas. Alors effectivement, donc Ozzy Osbourne, Ozzy c'est un peu le papy du métal, hein, on pourrait le qualifier comme ça. Alors il est souvent qualifié, donc justement comme vous l'avez entendu là-dedans, du prince des ténèbres. En fait, il est né donc en 1948, hein, d'où le terme de papy, à Birmingham en Angleterre. Alors sa carrière, elle va débuter réellement en 68 avec le groupe Black Sabbath, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui sont un peu même pas un peu d'ailleurs, ce sont les pionniers du heavy metal. Black Sabbath, je pense qu'il faudrait une chronique entière pour en parler, parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur Black Sabbath aussi, donc on en parlera un autre jour, mais il faut savoir que Ozzy, lui, donc c'est un des membres fondateurs du groupe, il va y rester pendant 10 ans, il va participer aux 8 premiers albums, qui sont quand même des gros classiques, pour pas dire des monstres vraiment du métal. Donc les albums parmi lesquels on a Black Sabbath justement, Paranoid, Master of Reality dont je vous parlais, Sabbath Bloody Sabbath, et j'en passe. Donc vraiment c'est des gros monstres du métal. Et puis en 79, il va être évincé du groupe, notamment à cause de la drogue. Clairement, Ozzy, dans cette époque-là, c'était un déchet. Faut dire ce qu'il est, c'est un gros déchet à cause de la drogue, hein. Je vous renvoie, il y a un film sur Netflix qui s'appelle The Dirt. Alors c'est un film sur un autre groupe qui s'appelle Motley Crue. Alors en fait, on voit, il y a toute une scène, donc eux ils commencent à débuter un petit peu leur carrière, et à ce moment-là, Ozzy vient d'être évincé de Black Sabbath justement. Et on a cette scène, alors le film, ils le disent eux-mêmes, est clairement romancé, mais on a cette scène qui est assez dingue, où on a Ozzy qui apparaît au bord d'une piscine avec le groupe Motley Crue. Lui, il est complètement défoncé, ça se voit comme pas possible. Au bout d'un moment, il s'énerve de rien avoir à sniffer, donc pas avoir de coke ni rien. Et donc, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à sniffer ? Une colonne de fourmis qui passe par là. Ah. C'est assez horrible. C'est dégueulasse. Elle est pas fournie, quoi. Donc, clairement, il sniffe une colonne de fourmis. Bon, bref. Je vous renvoie aussi à un clip de son tout dernier album qui est sorti cette année. Le clip c'est Under the Graveyard, donc sous le cimetière. Dans ce clip, on voit un jeune Ozzy, justement pareil, fin des années 70, juste après donc la période Black Sabbath. On le voit clairement dans sa chambre d'hôtel, complètement drogué du matin au soir, du soir au matin. Donc c'est assez particulier. Et on voit la personne, clairement, qui l'a sauvé, qui l'a permis de se relever. Alors c'était très compliqué pour elle, mais c'est Sharon donc, qui est devenue Sharon Osbourne, parce qu'ils sont mariés maintenant, en 82, qui est maintenant également son manager. Alors c'est elle qui vraiment va l'avoir aidé à sortir de la drogue très difficilement, hein. Elle s'en est prise plein la tronche aussi, parfois malheureusement littéralement aussi, donc c'était très compliqué pour elle, mais elle a réussi à le sortir. Alors ça fait pas très très longtemps qu'il a vraiment décroché. J'ai souvenir d'un post Facebook, alors en préparant cette chronique j'ai pas réussi à trouver la date précise, mais de mémoire il y a 4-5 ans à peu près, il a fait tout un pavé sur Facebook dans laquelle il s'excusait. Principalement auprès de sa femme Sharon, auprès de sa famille et puis auprès de ses fans aussi, pour avoir subi son comportement assez particulier du coup. Et puis en 81, il va donc entamer sa carrière solo, alors toujours sous l'emprise de la drogue, hein, bien entendu, hein, ça change pas. Donc il va entamer sa carrière solo en 80, et il va alors sortir son premier album qui s'appelle Blizzard of Oz. Un clin d'œil au magicien d'Oz, hein, Wizard of Oz en anglais. Alors Ozzy en solo, avec sa carrière sans Black Sabbath en tout cas, parce qu'il y a des grands musiciens qui ont joué avec eux, hein, par exemple le bassiste actuel de Metallica a joué avec eux, et d'ailleurs c'est très drôle puisque justement le bassiste actuel de Metallica a remplacé, eh bien, a joué aussi pendant un temps après avec Ozzy, donc voilà, ils sont échangés des musiciens, on a Zakk Wylde qui a joué avec lui, enfin voilà, c'est beaucoup de grands musiciens qui sont passés avec Ozzy, et qui ont parfois maintenant leur carrière solo, et qui sont considérés comme des grands pontes du rock voire du métal, alors qu'il n'était pas forcément avant. Donc je vous disais 12 albums studio au total pour Ozzy, le dernier en date Ordinary Man, qui est sorti le 21 février dernier, et qui je pense, moi, du ressenti que j'en ai, c'est certainement son dernier album.
Déjà parce qu'il a plus de 70 ans, mine de rien, donc ça va être compliqué de continuer à faire des albums et de continuer de tourner à cet âge-là, mais aussi parce qu'on a 2 titres notamment qui me font penser ça. Je vous parlais de Under the Graveyard il y a quelques instants, qui sonne vraiment comme une confession. Dans ce clip, il va exprimer tous ses remords. Je vous disais, on voit comment sa femme l'a réussi à le sortir de la drogue, etc. Donc vraiment, ça sonne comme une confession pour le coup. Et puis, on a également le titre Ordinary Man, titre éponyme donc de l'album, qui était enregistré en duo avec Elton John. Donc pareil, un autre papy d'I-Rock, pour le coup, Elton John qui a fait une tournée d'adieu l'année dernière, en fin de compte, je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez en tout cas. Et donc on voit que tous les deux vont exprimer la nostalgie de leur carrière respective, les remords, leurs erreurs passées. Je crois qu'il y a un moment, il y a une phrase où Ozzy il dit lui-même qu'il sait même pas comment est-ce qu'il a fait pour rester en vie avec tout ce qu'il a pu, le comportement qu'il a pu avoir. Et on a cette phrase qui est très forte, qui revient régulièrement dans le refrain. The truth is I don't wanna die an ordinary man. La vérité, c'est que je ne veux pas mourir comme un homme ordinaire. Donc on sent bien que c'est des gens qui ont quand même une carrière vraiment très grande, mine de rien, que ce soit Ozzy, que ce soit Elton, c'est des gens qui ont une carrière qui est quand même loin d'être ordinaire pour le coup, mais voilà, ils ont la trouille en fait de mourir comme le dernier des Queen, alors qu'ils ont une carrière quand même assez exceptionnelle. Donc voilà un petit peu sur le côté, la carrière d'Ozzy, donc je pourrais continuer pendant un petit moment, mais je voulais surtout finir sur 2 petites anecdotes sur Ozzy pour présenter un petit peu le personnage, pour voir un peu le côté grandiloquent de cet homme. Notamment une anecdote, un épisode de sa vie qui est très célèbre. Ça s'est déroulé en 1982, je crois que c'était à Des Moines, dans l'Iowa, si je dis pas de bêtises. On a un fan dans le public qui a lancé une chauve-souris sur scène, et lui il l'a décapité avec ses dents. Ozzy est décapité avec ses dents. Alors, lui, c'est quand même assez pas mal. Donc lui, c'est justifié en disant qu'en fin de compte, il s'agissait pour lui, il était persuadé que c'était un jouet au final. Bon, ça l'a pas empêché de courir à l'hôpital le plus proche pour faire une piqûre contre la rage, parce que bon, voilà. Et après, bon, lui a voulu entretenir certainement le mythe aussi de ce côté, les attributions satanistes qu'on pouvait lui accorder parfois, qui sont pas vraies du tout, bien évidemment. Au contraire, je pense qu'Ozzy c'est un bon chrétien, mais voilà, c'est pour entretenir ce côté, ce personnage un peu, et qu'on parle de lui au final. Et lui a toujours prétendu que la chauve-souris était vivante quand la personne lui a lancé sur scène, tandis que la personne qui l'a lancé sur scène, lui, a toujours prétendu qu'elle était morte. Et effectivement, je me pose la question de comment est-ce qu'il a pu se pointer à un concert avec une chauve-souris vivante dans sa poche. Ça me paraît assez compliqué. Mais bon, voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a plus de chances qu'elle soit morte que vivante au moment où il l'a lancée. Mais bon, ça n'excuse pas en tout cas ce qu'il a pu faire, même si, je vous dis, Ozzy, lui, selon lui, il était persuadé qu'il s'agissait d'un jouet. Et puis autre épisode marquant de sa vie, alors là pareil je pense pas que ce soit le plus intéressant, mais il faut le savoir, ça fait partie du personnage. En 2001, il y a MTV qui a produit une série de télé-réalité, donc diffusée donc, de 2001 à 2005, qui s'appelle The Osbournes, tout simplement. Parce qu'effectivement, c'est une série, en fin de compte, c'est la famille d'Ozzy, Sharon, leurs enfants, les enfants du premier mariage d'Ozzy aussi, qui étaient filmés en fait en permanence. Il y avait des caméras tout le temps, donc c'est une télé-réalité, mais sur la vie d'Ozzy en fait. Donc, alors du coup, on a beaucoup parlé de lui, ça a permis de relancer sa carrière, qui était un petit peu en train de descendre justement à cause de tout ce qui s'est passé avec la drogue, etc. Donc ça a permis de relancer un petit peu tout ça. Et puis voilà, c'est un peu la consécration, ils étaient invités à la Maison Blanche, etc. Donc voilà, ça a permis en tout cas plus ou moins bien de relancer la carrière d'Ozzy. C'est déjà ça, en tout cas là-dessus. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Bon, alors pour clôturer, je voulais quand même partir, je voulais vous laisser un petit peu en musique. Je vous propose d'écouter un petit extrait, vous entendez déjà, ça commence doucement derrière moi, un titre de Chris, alors je vais massacrer son nom de famille, c'est imprononçable pour moi, Chris Sedgwick, avec dans les chœurs Ozzy Osbourne. C'est un titre qui date des années 70, j'ai plus la date exacte, mais on est en pleine période de Black Sabbath, et on a Ozzy qui est sur les chœurs, et c'est une reprise de Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Écoutez-moi ça, c'est un vrai bonheur. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur Ozzy, sur sa vie, sa carrière. J'espère que ça vous aura bien plu. Et puis voilà, je vous rends la parole, du moins.
Eh ben écoute, merci Alex pour cette chronique qui était vraiment, vraiment très 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 cool. Moi, j'ai quand même une question, moi. Cette histoire-là avec les fourmis, c'est dans un clip ou il l'a vraiment fait? Alors, c'est dégueulasse. Alors, en fait, j'ai rien trouvé de spécial là-dessus. En fait, c'est un film qui est sur Netflix actuellement qui s'appelle The Dirt. Donc, c'est un film visé sur Motley Crue. Et en fait, c'est les mecs du groupe notamment qui vont. C'est produit par les mecs du groupe Motley Crue qui vont. Comment dire? Je raconte leur carrière en fait du début jusqu'à la période actuelle à peu près. Et ils ont rencontré Ozzy. Alors eux-mêmes disent que c'est romancé. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont présents dans le film qui en fin de compte ne sont jamais arrivés ou qui sont passés de façon complètement différente. C'est pour le côté un peu fun, un peu trash du film. Alors est-ce que cet épisode avec Ozzy a réellement eu lieu? Je sais pas, ça m'étonnerait qu'à moitié en même temps, vu le personnage un peu... Vu le coup de la chauve-souris tout à l'heure, voilà. les fourmis, ça m'étonnerait pas non plus. Ça m'étonnerait qu'à moitié... Oui, ça rend la chose plus crédible. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est clair. Alors en fait, pour le... Et comme dirait un grand sage, toute histoire mérite d'être romancée. En fait, le coup de la chauve-souris, en fait, ça vient en plus d'un... Alors, j'ai vu un truc là-dessus passer rapidement, j'ai pas relevé, mais justement, juste après sa période Black Sabbath, quand il a commencé sa carrière en solo, quand il a commencé à signer des contrats dans les maisons de prod pour justement sa carrière solo, il a... j'ai pas trop compris cette histoire, mais apparemment, il y avait 2 pigeons qui étaient offerts, et il en a décapité un, je sais pas trop quoi, enfin, j'ai pas tout suivi, mais tu vois, c'est déjà pas la chauve-souris n'était pas à son coup d'essai, en tout cas, déjà, bon, c'est un personnage assez particulier, je vous dis, c'est un vrai déchet, Ouais, hein, de toute façon, dans les années 70-80, c'était un déchet, ce mec, c'est aussi pour ça qu'il a été dégagé de Black Sabbath, avant d'y revenir il y a 2 ans d'ailleurs, hein, en 2017, ils ont ressorti un album avec Ozzy au chant, mais voilà, sinon, c'était un vrai déchet, hein. Je vous invite à, si vous avez un de ces 4, à l'occasion de regarder le clip Under the Graveyard. Là, pour le coup, on voit bien le personnage, pour le coup. C'est des acteurs, bien sûr, c'est un acteur, évidemment, c'est pas lui qui joue son propre rôle, évidemment, mais ça donne une petite idée du personnage à l'époque, quoi. C'est ouf. Ouais, non, c'est... Ouais, grave, c'est carrément ouf. Moi, je suis bluffé par les fourmis et la chauve-souris. Ah, là, ouais. Dès que en fait, c'est terrible parce que là, on se voit pas. Voilà, ceux qui écouteront le podcast, ils comprendront que du coup, bah, nous, on n'avait pas la possibilité de se voir. Mais je pense qu'au moment où t'as parlé de l'épisode des chauves-souris, tout le monde a ouvert grand les yeux en mode. c'est clair, je pense qu'on était un peu tous comme ça. Mais Ouais. c'est une anecdote qui est vraiment restée. Là, il y a pas très longtemps, j'ai vu passer sur sa page Facebook, sur son site officiel. Donc il y a tout le merchandising où tu peux acheter classique, hein, les t-shirts, les suites, les machins et tout, estampillés Ozzy Osbourne. Et récemment, il a sorti une peluche de chauve-souris avec la tête amovible du coup. Oh. Je trouve ça génial. C'est vraiment horrible. Bah du coup on va s'arrêter là pour cette chronique. Merci encore Alex du coup. Avec plaisir, merci à et vous. on va passer sur Raph. Du coup il me semble que Oui. tu avais une petite surprise pour nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant parce qu'on est en train d'arriver sur la fin de l'émission, t'es le dernier. C'est la grande question en fait. Est-ce que j'avais préparé quelque chose ou pas? Bah oui c'est un peu la question que je me pose. Ouais. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Moi je pense que t'as préparé je pense quelque aussi, chose. ouais. Ouais. Moi, je pense que si tu nous as fait prendre un crayon et une feuille et tu nous as parlé d'arbre au début, c'est qu'il y a quand même un rapport. Ouais, tout à fait, effectivement. Mais comme ça, en fait, je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que j'ai un peu niqué mon introduction, parce que à la base, c'était justement ça le problème. C'est parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il était probable que j'ai réalisé une petite chronique. Or, juste par cette phrase, en fait, vous n'êtes pas sûr. Parce Bah que oui. quand vous me connaissez, en fait, vous savez qu'il y a toujours un risque. Alors, la question, c'est, en a-t-il fait une cette fois-ci? Sinon, pourquoi? Si oui, quel sera le sujet? Suis-je bel et bien engagé finalement dans ce projet d'enregistrement? Ai-je bien acheté mon gel hydroalcoolique en poussant mes nez à l'Intermarché? Tant de questions finalement auxquelles je ne peux répondre que pour la dernière, oui, et c'était pas beau à voir. Mais on va revenir au sujet justement parce que à la base, la question, c'est une hypothétique chronique de ma part. 2 choix sauf avant, oui ou non. Il est probable que j'en ai fait une, tout comme il y a un risque que non. Allez, je me lance, ça suffit. Oui, j'en ai fait une, et le thème, vous l'aurez peut-être compris, si je vous demande un papier, un crayon, et qu'on va dessiner des arbres, ça sera celui des probabilités. Waouh. Voilà. Putain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Parce que je se lancer, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? Il s'agit déjà d'un cheminement de pensée, c'est-à-dire que c'est un calcul pour tenter d'analyser, de comprendre les limites de ce qu'on appelle le hasard. Ouais, ça fait beaucoup, hein, rien qu'à comprendre comme ceci. C'est pour ça que c'est toujours utile de parler avec un exemple. L'exemple tout bête que je vais vous donner, je vais dire par exemple, j'ai 50% de chance de coucher avec Marc. Oui, désolé, c'est tombé sur toi. C'est déjà énorme. Hein, Ouais, c'est déjà pas se énorme. mentir. Tu sais qu'il y a Pourquoi plus Raph en Pourquoi fait. j'ai 50% de coucher avec Marc? Parce que déjà, je suis d'accord de mon côté, donc ça je le sais, mais je connais pas sa réponse. Ah oui.
Donc j'ai de mon point de vue 50% de chance, car il n'existe que deux issues, soit c'est oui, soit c'est non, soit il accepte, soit il refuse. Voilà donc pour un certain nombre d'entre vous qui me connaissez, j'aime bien manipuler les chiffres, hein. Oui, je préfère le dire, et essayer de comprendre davantage donc pour amener certaines de mes décisions de manière la plus rationnelle possible. Et donc de maîtriser un maximum de hasard si tant est que ce soit possible. Et quoi de mieux que de réaliser un exemple ensemble. Alors déjà, tout bête, quand on parle de probabilité, la plus simple à pouvoir décrypter, c'est celle du dé. Par exemple, si on a un dé ensemble, un dé normal, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire qu'il ne va pas piper, on ne va pas chercher à fausser le calcul. Si je lance le dé pour provoquer ce qu'on appelle en mathématiques une expérience aléatoire, je ne sais pas sur quelle face elle va tomber. Hein. On est d'accord. Donc on va tenter ensemble de calculer par exemple la probabilité d'obtenir, je sais pas, un 4. Hein. C'est bien un 4. Si on regarde le dé, dans un jet de dé, il y a 6 possibilités. Vous me suivez? Oui. Jusque-là, tout va bien. Mais il n'y a qu'une seule de ces possibilités qui me fait gagner, c'est-à-dire une chance d'obtenir le 4 si je tombe sur le 4. Donc j'ai une chance sur 6 d'avoir un 4. Oui. Cela se traduit donc par un calcul mathématique très simple, 1 divisé par 6. Et oui, j'ai une chance sur 6 d'avoir vu juste. Ce qui fait quelque chose comme, si on calcule avec une calculatrice, ouais, ça fait 0,166. Allez, on arrondit parce qu'il faut multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. J'ai 17% de chance de tomber sur le 4, comme j'aurais 17% de chance de tomber sur le 3, etc. Voilà comment se calcule une probabilité. Alors après, on peut essayer ensemble de répondre à une autre question. On va d'abord faire une chose. On va d'abord faire un exemple. Par exemple, je vais vous demander si vous arrivez à calculer la probabilité de tomber sur une face impaire de votre dé. Et bah. Qu'est-ce que vous me dites? C'est pas dur. Enfin, entre guillemets, c'est une chance sur 2. Bah oui, c'est ça. Ah oui, il y a le 2, le 4 et le 6. Et après, il y a le 1, le 3 et le 5. Donc c'est une chance sur 2. Donc c'est 50%. Oui, c'est une chance. En fait, tu as 3 chances sur 6. Oui. Si tu résumes à ça, tu as la chance d'avoir le 1, le 3 et le 5. Mais du coup, si tu résumes, ça fait une chance sur 2, quoi, concrètement. Et tout à fait, ça fait une chance sur 2. C'est du 50-50. Tout à fait. Si on complexifie un petit peu, on va essayer de trouver maintenant la probabilité de tomber sur une face supérieure à 2. Donc 2 exclus, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6. Ouais, alors du coup, je vais me servir du crayon et du papier, ouais. Ah, Non, mais du coup, si on est logique, si t'avais 17% de chance d'avoir le 1 et 17% de chance d'avoir le 2, ça veut dire que c'est 100% moins 17 fois 2, donc 34 si je ne m'abuse. Donc ça fait 66, si je ne m'abuse. 6, c'est ça, 66% de c'est chance. ça. En fait, c'est Yes, putain. 0,66% de chance. Parce qu'en fait, tu as 4 chances sur 6, 3, 4, 5, 6, donc d'avoir vu juste. Si tu tombes Ouais. sur un 3, sur un 4, soit sur un 5 ou un 6. Donc tu as en gros 2 sur 3. 2 chances sur 3 d'avoir vu juste. Et donc du coup, tu as 66% de chance de tomber sur une des bonnes faces du code. Donc là, vous avez compris le message. Ouais. On va complexifier un petit peu plus et on va essayer maintenant de tomber sur quelque chose d'un petit peu plus difficile. Si on décide de provoquer l'événement plusieurs fois, allez, on va dire Alex. Alex, il jette 2 dés successivement, l'un puis l'autre. D'accord? S'il jette ces 2 dés, on va essayer ensemble de calculer la probabilité d'avoir au moins un des 2 jets de dés qui est supérieur à 2. Ah, et donc en fait, là, pour pouvoir calculer sur plusieurs fois, il va falloir faire ce qu'on appelle un arbre. Un arbre de probabilité. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu vos Oh cours. putain, ça vient de tellement loin. Ah là là, oui, c'est terriblement. Ah bah non, je l'ai pas fait. Non, moi non plus, ça ne dit rien non plus, ouais. Petit aparté, vous avez fait quoi comme bac, les Bah, gars? moi, j'ai On a fait fait L. L. Ouais, bah voilà, c'est pour ça. Tout à fait écho, Raph aussi. Moi, j'ai fait écho. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça ouais. qu'on connaît tous les deux avec Raph. Nous, on mais, s'est arrêté au Ce statistiques. qui veut pas forcément dire que je suis bon en proba, c'est-à-dire que moi je suis une grosse merde, hein. Mais on va quand même essayer, vas-y. Le but, là, du jeu, c'est de savoir sur 2 jets de dés, il faut qu'il y en ait au moins un où on ait réalisé au moins plus de 2, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6. D'accord? Pour réaliser ça, on va faire ce qu'on appelle un arbre. Alors, comment est-ce qu'on fait un arbre de probabilité? C'est très simple. Vous avez une feuille, vous avez un stylo, vous allez le faire. On prend quelque chose on dessine un arbre. Alors, très très simple. Un arbre, c'est un V. Un V qui tend vers la droite. Autrement dit, le signe, si je ne me trompe pas, inférieur. Ah, oui, d'accord. Une branche qui part en haut, une branche qui part en bas. Ok, Direction sur la ok, c'est bon. Techniquement, on peut le faire dans n'importe quel sens en fait, non? Oui. Moi j'étais en après, train de le faire du haut vers le bas en Faut fait. qu'il- ou du haut vers le bas, oui. De manière générale, on le fait vers le gauche vers la droite parce que c'est le centre D'accord. des Faut calculs, qu'il c'est soit ouvert vers la cohérent. droite, c'est Oui, ça. c'est plus logique. Ok. Voilà.
Bah ok, ça marche. Alors, ça va vous indiquer une chose. Ces premières racines, ça vous indique votre premier lancer. En hauteur, du coup, la branche la plus haute, Mhm. vous allez réussir. Vous allez mettre un R, par exemple. Ok. R comme réussite. D'accord Mhm. Et sur la branche du bas, vous allez mettre Échec. échec. E. Un E. Ouais. Voilà. Ok, c'est fait. Si on prend le premier G2D, et comme on a vu tout à l'heure, on a 4 chances sur 6 Ouais. d'avoir plus de 2. On est d'accord 3, 4, 5, Oui. 6. Ce qui veut dire qu'à côté du R, vous allez mettre la fraction 4 sur 6. Mhm. Ok. Et donc du coup, Et oui. Du fatalement, côté en du dessous 2 sur 6. 2 sur 6. du E, vous avez 2 chances sur 6 de faire un échec. Tout à fait. Jusque-là, Et à tout va bien. chaque phase de votre arbre, normalement, si vous ajoutez les fractions, vous devez avoir 1. Ah, ça y est, tu m'as perdu. Quoi Bah, si t'ajoutes 4 sur 6 et 2 sur 6, ça fait 6 sur 6. Oui. Oui. Oui, C'est ça que je veux Oui, dire. donc, T'as juste 2 choix, soit tu perds, soit tu gagnes. oui, Oui. oui. Bon. oui. Une fois que c'est fait, maintenant on va rediviser notre arbre par 2. Autrement dit, à R, on va refaire 2 branches, et à E, on va refaire 2 branches. Ok. Voilà, Ok. D'accord. ok. c'est bon. Alors, si on prend tout en haut la réussite, Mhm. on va refaire le même schéma. On va mettre réussite, je sais pas, 2. Donc c'est la deuxième fois qu'on réussit. Pourquoi on mettrait 2? Parce que, en fait, on peut remettre R si tu veux, c'est plus simple. Tu mets R encore une fois, et tu mets, du coup, encore, bah t'avais 4. Oui, t'as à nouveau 4 chances sur 6. Ouais, on refait le même schéma en fait. Et 2 chances sur Et 10 pour En 6 pour dessous, l'échec. effectivement, dans la même branche, tu as un échec, et donc du coup, tu mets 2 sur 6. Donc pareil pour la branche d'après. Pareil pour la branche d'en dessous. Oui, forcément. Ok, super. Jusque Voilà. là tout va bien. Donc là, on a effectué nos 2 lancers de dés. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des branches où on a réussi 2 fois, il y a des branches où on a eu un échec et une réussite, et il y en a même une où on a 2 eu échecs. rien du tout. Tout à fait. Oui. Donc là, maintenant, si on reprend l'énoncé du départ, il faut qu'on calcule la probabilité sur les 2 lancers d'avoir au moins plus de 2. Mhm. Donc du coup, il faut qu'on récupère tous les endroits où on a eu réussite avec 4 chances sur 6. Tout à fait. Oui. Donc du coup, on a 4 parcours différents. Le premier, en hauteur, on a réussi, puis réussi. Réussi. Donc ça, c'est moi, ça marche. On peut mettre un petit V Ah. à côté de la branche, comme ça on est sûr, celle-là on va la sectionner. T'as une chance sur 4 de réussir en fait, concrètement. Et c'est un petit peu plus Non, compliqué c'est que pas ça. ça. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ah putain, parce que normalement Oui. c'est bon. Enfin, j'ai 4 branches, et il y a qu'une seule branche où je réussis, donc forcément enfin, je sais pas. Non, non, Attends. attends. Je fais trop vite en besoin. Eh oui, Pardon. parce qu'ensuite il faut Donc soustraire. la première, on a fait 2 fois réussite, donc elle est bon, elle est validée. Ouais. Ok. Ensuite, la deuxième, on a fait une réussite, un échec. Mhm. Ça marche, puisque dans l'énoncé, on nous demande simplement de faire Une fois. un seule fois. G2D. Ah, c'était un jet de dés. Pardon, je Eh pensais que c'était 2. Autant oui. pour Ouais, moi. c'est 1. Donc là, c'est bon Uh-huh. aussi. Ok. Ensuite, pour la deuxième branche, on a fait d'abord un échec, puis une Donc là, réussite. c'est bon aussi du coup. Donc là, ça marche aussi. Uh-huh. Et ensuite, la dernière, on a fait 2 Là, par échecs. contre, non. Là, ça marche. Donc, comment est-ce qu'on calcule la probabilité maintenant Eh bien, c'est très simple. À chaque stade de votre branche, de votre arbre, vous allez multiplier les fractions par celles d'avant. Par exemple, la première, on va faire 4 sur 6 fois 4 sur 6. Ça Ça marche fait 16 sur 36. Ça fait 16 36e. Ok. Ok. Celle d'en dessous, on a fait 4 sur 6 fois 2 sur 6. Ça fait Et donc là, ça va faire 8 36e. Ok. La troisième, on a fait un échec puis une réussite, autrement dit 2 sur 6 fois 4 sur 6, donc même chose, 8 sur 8, 36. 36 aussi. Ouais. Et la dernière, par contre, 2 sur 6, pardon, fois 2 C'est un échec sur total. 6, ça fait 4 sur 36. 4 sur 36. Donc là, à la fin, vous avez les probabilités pour vos lancers de dés. Et donc, on va rechercher les endroits où on a eu juste. Alors tout à l'heure, on a sélectionné la première branche, puis la deuxième, puis la troisième, mais la dernière, on n'a pas réussi parce qu'on a fait 2 échecs. Ce qui veut dire qu'il faut ajouter 16 sur 36, plus 8 sur 36, plus 8 sur 36. 8 sur 36, Moins. et normalement, ça vous fait... On n'enlève pas la probabilité inverse, la probabilité d'échec du coup? Quoi? Tu peux l'enlever aussi, mais ça, en fait, au total, ça fait 32 sur 36. 32 sur 36, oui, c'est ça, oui. 32 sur Tout à fait. 36, oui, tout à fait. Et il reste plus Reste que maintenant 4. à diviser Effectivement, oui. 32 par 36. Et ça fait. Si on divise 32 par 36, je vous le dis, ça fait un total de 0,88. Et en Ça fait probabilité, quand on veut 88%. avoir Oh, un c'est- pourcentage, on multiplie par 100. Autrement dit, on a 88,8% d'avoir sur 2 jeux de dés, un dé supérieur à 2. Voilà. Waouh. Alors après, à quoi ça sert Oui. C'est ça, moi. Non, Formidable. mais je suis sûr que ça sert à plein de trucs en plus la probabilité. Bien sûr. Normalement. Alors, ça sert, par exemple, enfin, pour nous, surtout, on va s'en servir pour calculer, par exemple, les dés qu'on jette des parties de zombicides. C'est pas Hmm. mais pour avoir des calculs rapidement ou pas. Mais théoriquement, tu peux faire ça dans ta vie de tous les jours pour beaucoup de choses. Et nous-mêmes, on ne le fait pas, mais les ordinateurs maintenant le font. Ce qu'on appelle des simulations. Parce que le problème, c'est que si tu dis
un dé, tu dis je vais lancer le dé et obtenir la face 4. Effectivement, tout à l'heure on a vu qu'on avait 17% de chance d'obtenir cette face. Mais sur le jet suivant, on n'aura peut-être pas le même calcul. On aura peut-être un autre dé, puis un autre dé, puis un autre dé. Ce qui veut dire qu'au plus on lance le dé, au plus les statistiques seront justes. Parce que du coup, si on lance un dé 1000 fois, on se rapprochera davantage de la probabilité de 17% que si on le lançait 10 fois. Parce que le dé ne peut peut-être pas sortir. Vous comprenez ? C'est comme ça que les simulations fonctionnent. Et on peut faire ça aujourd'hui, pas forcément pour aller faire ses courses, mais quand on arrive à avoir des jeux de mathématiques, c'est pratique pour pouvoir savoir si on va prendre une décision. Et ça, on peut le faire dans d'autres cas. Par exemple, des jeux que vous connaissez. Le jet de la pièce, par exemple. Pile ou face. Le Shifumi, papier, caillou, ciseaux. À la base, quand on le regarde, c'est un jeu qui, normalement, doit être équitable. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 3, une chance sur 3, une chance sur 3, et une chance sur 2 pour la pièce. Mais ça a été démontré que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que derrière ces statistiques, il y a aussi une part de hasard qui peut être devinée. Exemple tout à fait bête, mais on a étudié que pour une pièce de 1 euro, si on veut faire un pile ou face, eh bien, il serait peut-être plus facile pour tricher de prendre une pièce belge. Pourquoi ? Parce que le 1 euro de la pièce belge avec la face du roi en question serait un petit peu plus lourde d'un côté, ce qui veut dire qu'on va pouvoir orienter un petit peu sa décision, comme on va pouvoir dire face, par exemple, et faire un jet qui semble être un jet complètement aléatoire, mais s'entraîner pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à des statistiques avantageuses. On a fait faire cette étude à des personnes, on les a motivés aussi financièrement, et puis on leur a dit, on les a entraînés avec un jet spécifique, et donc du coup on s'est aperçu qu'on était loin des 50%, parce qu'ils ont fait ces jets des centaines de fois, on est arrivé à 68% finalement de face, donc le côté qu'ils avaient choisi. Ce qui veut dire que, oui, on peut techniquement influencer sur le hasard, mais si on peut se rapprocher de notre décision, se rapprocher de notre choix, on peut aussi s'en éloigner. Et c'est ça le problème, c'est que quand on joue par exemple à papier, caillou, ciseaux, on essaie aussi de deviner ce que va faire l'adversaire. Le problème, c'est que si on fait de la psychologie sur la personne, elle peut faire aussi inversement, ce qui veut dire qu'on peut s'éloigner des chiffres en notre défaveur, et donc du coup, en fait, le problème, c'est que le hasard, on a beau le calculer, malheureusement, il sera toujours là et on pourra très difficilement calculer toutes les possibilités qu'a l'adversaire. Mais ça, la machine l'a faite, et notamment pour le célèbre papier, caillou, ciseaux, en observant les mimiques de la personne, et notamment ses premières intentions par rapport à la main, pour pouvoir observer quelle activité, enfin quel signe il va choisir entre la pierre, le ciseau, ou alors le papier, et la machine est tombée à 100% de chance de justement deviner l'intention de la personne, parce que justement le geste était visible. Ce qui veut dire que, heureusement, on n'est pas encore au stade de la machine, mais qui plus est, peut-être qu'un jour on arrivera à deviner un petit peu la pensée de la personne. Waouh, Ouais, c'est dingue. j'ai envie de t'applaudir. Ouais. Il est pas 20h, mais j'applaudis déjà, quoi. Ouais, non, mais c'est. Bah, Eh ben, je m'attendais pas à ça. T'avais vraiment réalisé une chronique en fait. je voudrais quand même dire un truc, je dire merci. Je m'attendais pas, en venant faire cette chronique, à apprendre à faire des probabilités. Ouais, non, c'était dingue. Ça, c'est clair, c'était un retour dans le passé presque. En fait. Et j'ai trouvé ça presque plaisant en fait de Ah faire oui, non, un petit c'est schéma. pas Ça contre m'a fun, fait, personnellement. Ah, j'ai envie de lancer les dés pour calculer des probas là. Bon, bah écoute, merci encore une fois, Raph, pour ta chronique. Et puis, merci Oui. à tous les trois, en fait, d'ailleurs, puisque notre merci. émission est en train de toucher à sa fin. Ça a été un vrai plaisir de la faire en votre compagnie. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment ensemble. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Et bien, quant à moi, je vous dis au revoir et merci encore, messieurs. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast.